Il y a une pression qui s'installe, on cherche pourquoi ça fonctionne pas, et on essaie de trouver des solutions. Maintenant, depuis 19 ans que je fais 7 à 8, je peux vous dire que une mauvaise audience un dimanche, ça veut vraiment pas dire grand-chose. C'est pas un sujet qui m'angoisse parce que au niveau de 7 à 8, ce qui compte, c'est la tendance. Si effectivement sur 2, 3, 4 mois, on est sur des audiences baissières qui ne cessent de baisser, là oui, il y a une pression qui s'installe, on cherche pourquoi ça fonctionne pas et on essaie de trouver des solutions. Maintenant, depuis 19 ans que je fais 7 à 8, je peux vous dire que une mauvaise audience un dimanche, enfin mauvaise, relativement mauvaise par rapport à nos scores habituels, ça veut vraiment pas dire grand-chose. Il y a des périodes pendant lesquelles l'audience a été hyper challengée parce qu'on avait une contre-programmation en face, de nouvelles émissions. Il y a quelques années, de la programmation d'M6 d'une émission de bricolage par Valérie Damido qui nous a vraiment impacté. Et pour le coup, on ne pouvait pas faire grand-chose parce que c'est une proposition tellement différente de la nôtre. On ne va pas se mettre à faire du bricolage sur 7 à 8. On a serré les dents, on a fait le dos rond et finalement, on est encore là. Je pense qu'il ne faut pas trop s'inquiéter. De façon générale, les audiences, c'est en plus pas une science exacte. Des fois, on fait des mauvaises audiences sans savoir pourquoi. Alors parfois, on arrive à identifier. On sait très bien que quand on fait des sujets à l'étranger, des sujets qui sont moins proches du quotidien de nos téléspectateurs, on prend un petit risque d'audience. Néanmoins, il faut les faire parfois et on les fait le plus souvent possible. Et il faut qu'on continue à les faire. Donc l'audience, c'est pas le paramètre qui nous fait décider de nos sommaires. C'est pas quelque chose qui, de façon hebdomadaire, nous stresse. C'est quelque chose qu'on regarde évidemment, qu'on analyse et on essaie de faire en sorte que les audiences soient évidemment le plus haut possible. Mais c'est sur un temps relativement long, c'est pas semaine après semaine, donc le Over 2 me laisse relativement stoïque et serein. Non, j'ai juste le souvenir, parce que ça avait été très souligné, de l'audience de mon premier JT de 20h. Et c'est même pas l'audience dont je me rappelle, c'est le nombre de téléspectateurs, ils étaient un peu plus de 8 millions. Donc voilà, je me rappelle de ce chiffre-là. Pas du tout. Moi, je suis dans un parcours personnel qui m'amène davantage à produire, davantage à écrire, vous l'avez dit, mais pas à faire davantage d'antennes. Je pense que je suis bien dans ce que j'incarne à 7 à 8. Si ça devait s'arrêter, et j'ai bien conscience que ça ne dépend pas que de moi, je suis pas sûr que je reprendrai une autre émission derrière. Alors Press Room va donner la parole à des journalistes qu'on entend peu, ce sont les journalistes reporters. Et le but, c'est de montrer que l'information, c'est de l'engagement. On peut avoir l'impression aujourd'hui que l'information, c'est facile, parce que c'est effectivement de plus en plus facile pour de plus en plus de gens de parler à une audience et de dire des choses qu'on peut qualifier parfois d'information. Mais à la base, le métier de journaliste, et la raison pour laquelle beaucoup de journalistes s'engagent, c'est pour aller sur le terrain, se confronter à la réalité, observer cette réalité, la rapporter avec des méthodes, avec une éthique, avec parfois un engagement qui est aussi moral. Ce sont des gens qui font des sacrifices dans leur vie privée, ce sont des gens qui prennent des risques, parfois qui mettent leur vie en danger pour aller chercher l'information. Donc cette information, elle a une vraie valeur, il ne faut pas l'oublier. Le but de Press Room, c'est de donner la parole à ces reporters-là, qui en plus vivent des aventures incroyables, qu'ils racontent à leur famille, à leurs proches, mais que le public ne connaît pas. Et donc c'est l'occasion pour eux aussi de raconter les aventures qu'ils vivent pendant ces tournages. Oui, j'ai tourné un numéro de Press Room dont je suis invité. Il faut savoir que beaucoup de personnes qui sont à l'antenne, qui ne sont plus reporters aujourd'hui, l'ont été. Anne-Claire Coudray, par exemple, qui présente les journaux du week-end, a longtemps été reporter, grand reporter. Et moi-même, j'ai fait beaucoup de terrain à une époque où j'incarnais une émission qui s'appelait En Immersion et où j'allais à la rencontre de gens dans diverses situations. C'est cette émission qui m'a permis d'aller en Afghanistan, à la rencontre de militaires français, de vivre le quotidien, alors en journée, évidemment, il y avait un certain nombre de SDF, de gens qui sont dans la rue. Je suis allé en prison, tourner la vie de détenus de longue peine. Et voilà, je suis allé à la rencontre de prostituées, de gens que j'aurais pas forcément rencontrés dans ma vie réelle. Et c'est ce qui laisse les souvenirs les plus forts. Les gens qui ont, comme moi, qui font essentiellement de la présentation, mais qui ont aussi fait du terrain, je suis sûr, en tout cas moi c'est mon cas, que si à la fin de notre carrière on nous demande quels sont les souvenirs les plus forts, ce sont des souvenirs de tournage, de reportage. Ce sont des souvenirs de ce qu'on a vécu avec les gens sur le terrain, plus que des souvenirs de studio, de plateau.
Tout à fait, je pense que c'est très important dans l'époque où l'opinion et l'émotion a pris le pas sur le factuel, sur les faits, que de rappeler que le plus important, et ce qui peut nous mettre d'accord, ce ne sont pas les opinions, chacun a le droit d'avoir une opinion différente l'un de l'autre. Les émotions, on ne vit pas les choses de la même manière, les choses ne provoquent pas exactement les mêmes émotions chez tout le monde. Ce qui peut nous mettre d'accord, ce sont les faits, c'est la réalité, et ce réel, c'est ce à quoi sont confrontés les journalistes de terrain. Leur but, c'est de ramener ce réel avec un traitement évidemment, mais un traitement qui ne doit pas déformer ce réel. Le reporter, il ne s'approprie pas le réel qu'il traite, il l'observe et il le diffuse. Et donc ce point d'ancrage qui peut recréer du lien, qui peut refaire un peu de commun dans un monde où il y a de plus en plus de différences, de divergences, parce qu'on est beaucoup sur les opinions et les émotions, je pense qu'il est important de le mettre en avant par les temps qui courent. Moi, j'ai vécu de façon particulièrement proche le travail de Romain Bolzinger, qui est l'un des grands reporters qui témoigne dans Press Room, puisqu'il a travaillé pour 7 à 8. Il est allé à la rencontre des cartels mexicains. Et moi, je me rappelle très bien des récits qu'il nous faisait de retour de ces tournages. Tu sentais bien qu'à un moment, ce sont des situations qui vous amènent à prendre des décisions qui sont presque vitales pour vous. Et je me rappelle très bien que Romain, il y a une situation dont il a été témoin et sur laquelle il savait qu'il fallait qu'il pose pas trop de questions, parce qu'il aurait pu mettre sa vie en danger. Et donc, oui, effectivement, il y a un certain nombre d'enquêtes qui sont plus fortes et qui montrent que l'information et que la réalité qui est révélée par ces reporters, elle a une vraie valeur. L'information a été recueillie, parfois au péril de leur vie. Et donc, c'est des choses qui doivent être non seulement respectées comme telles, mais aussi mises en avant, remises en avant, dans un temps où on pense que le journaliste, c'est quelqu'un qui est en plateau, qui est assis, qui est bien habillé et qui parle de l'actualité, qui donne son avis sur l'actualité, qui commente et qui éclaire l'actualité. C'est une partie du journalisme. Elle est sans doute nécessaire, mais aujourd'hui, elle est certainement surreprésentée. Et on oublie que la base du journalisme, c'est pas ça. La base du journalisme, c'est aller chercher l'info sur le terrain. Non, je n'éprouve pas de lassitude parce que d'abord l'actualité, même s'il y a des cycles, c'est quand même une matière en mouvement. Et puis nous, la façon d'incarner cette actualité, ou en tout cas d'illustrer cette actualité, c'est en l'incarnant justement. C'est en la traitant avec des gens, avec des histoires de personnes qui vivent des choses. On a très peu d'interviews de spécialistes ou de théoriciens, on est dans la vie des gens. Donc 20e saison bientôt, j'ai dû faire 20 Noël, donc à 7 à 8. Et à chaque fois dans la période de Noël, on fait des sujets qui sont connectés à Noël. Ce sont jamais les mêmes. Les gens ne sont pas les mêmes, le contexte n'est pas le même. Le Noël de l'an dernier avait un contexte particulier que n'aura peut-être pas ce Noël-là. Et donc à chaque fois, ce sont des histoires différentes. On peut pas s'ennuyer parce qu'il n'y a pas de vraie redondance. Il y a une illusion de cycle et quand on s'intéresse à l'humain, quand notre moteur c'est l'humain, eh bien on s'attache à ce qui est singulier chez eux et pas sur ce qu'on aurait peut-être déjà vu. Je me pose pas la question aujourd'hui d'arrêter 7 à 8, c'est que je me sens bien avec la ligne de cette émission. Et cette ligne, il faut qu'elle reste ce qu'elle est aujourd'hui, c'est-à-dire à la fois proche des préoccupations des gens qui nous regardent. Ça, c'est plus 7 à 8 life et plus grand angle sur 7 à 8 où on se permet de faire des sujets à l'étranger, où on se permet de traiter de questions internationales, où on traite aussi de l'actualité la plus brûlante à partir du moment où on a un accès particulier qui nous permet de lui donner notre patte à nous. Et ça, tant que ça va rester, je serai bien à 7 à 8. Alors c'est vrai qu'il y a une question d'économie là-dedans. Il faut se rendre compte qu'une émission comme 7 à 8 coûte beaucoup plus cher qu'un talk, où vous avez des journalistes autour d'une table qui vont commenter l'actualité, analyser l'actualité, confronter leurs désaccords, enfin leurs points de vue discordants, divergents ou concordants. 7 à 8, c'est payer des équipes qui partent parfois très loin faire des sujets. C'est un temps d'enquête qui est finalement en temps caché, puisque tout le temps de l'enquête, c'est pas un travail que les téléspectateurs vont voir, c'est des jours et des jours qu'on passe à essayer de trouver les accès pour faire le sujet. Et tout ça, ça représente un budget qui fait que ces émissions-là sont plus chères que les autres. Donc la donnée économique est une donnée et il faut continuer, je pense, à investir sur ces émissions parce que, encore une fois, elles nous permettent de nous connecter au réel et c'est ça la vraie vocation quand même du journalisme à la base. Oui, moi je pense que c'est ce qui fait la longévité des rendez-vous d'information en général, c'est qu'effectivement l'actualité elle vit, elle évolue en même temps que nous finalement et elle nous accompagne. Et l'idée c'est effectivement d'être au contact de ces réalités mouvantes qui changent. Ça veut pas dire de l'immobilisme parce que 7 à 8 a quand même changé de maquette, de temps en temps on fait de la télé, on s'adresse à des gens avec des codes visuels et ces codes-là de temps en temps il faut les rafraîchir, il faut les renouveler. Mais le traitement de l'actualité à la 7 à 8 c'est le même depuis le premier numéro de 7 à 8 en
2000, c'est d'aller voir les gens et d'avoir un maximum de séquences avec eux qui nous ouvrent un maximum de portes et qu'on vive leur histoire et qu'on incarne l'actualité à travers leur histoire. Et ça, c'est inépuisable. Une rédaction, c'est un groupe humain, évidemment, et on s'accompagne les uns les autres dans les difficultés. Et l'épreuve qu'a traversée Audrey est l'une des plus dures auxquelles on puisse être confronté. Donc évidemment, non seulement on fait bloc, mais on se soutient. Et en tout cas, ce qui, moi, me bluffe chez Audrey, c'est qu'elle ne décroche pas. C'est que la qualité de son travail n'est pas indexée à ses états d'âme. Elle est d'une force incroyable, elle est extrêmement vaillante et toujours très exigeante vis-à-de d'elle-même et vis-à-vis du travail qu'elle expose au public, parce que c'est ça le but au final, c'est de parler à nos téléspectateurs et elle le fait extrêmement bien. J'en garde un excellent souvenir. J'en garde d'abord le souvenir de ma rencontre avec Bernard Zecri, qui est l'une des personnes piliers de ma vie professionnelle, qui m'a fait prendre ce tournant de la télévision. Alors même si j'en avais fait un peu, vous l'avez rappelé, à la chaîne Météo. Quand j'ai décidé d'être journaliste, je voulais pas faire de télé. Enfin, mon objectif, c'était pas de faire de la télé, c'était de faire du journalisme. J'avais un petit truc pour la radio. Au lycée, je faisais déjà de la radio et j'aimais bien ça. Mais je me projetais pas forcément à la télé. Et c'est Bernard venu me chercher et m'a ramené dans le média télé. Donc, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, pour lequel j'ai toujours une grande admiration. Donc ça a marqué ce moment-là. Et puis j'ai gardé des amitiés de cette époque d'ITélé, qui était une rédaction assez incroyable. Bon, les choses ont beaucoup changé pour cette chaîne depuis quelques années, mais le ton que Bernard avait donné non seulement à cette chaîne, mais à cette rédaction, était quelque chose de très agréable à vivre. Donc j'en garde un très bon souvenir, évidemment. Et puis c'était mes premiers longs journaux. Avant, je faisais de la radio, vous l'avez dit, à France Info, où j'avais des journaux plutôt courts. Et là, quand je suis arrivé à ITélé, c'était le 18h. Donc c'était un petit peu le prime du soir pour les chaînes info, et j'avais un journal qui était assez long où je pouvais inviter des gens, où je pouvais à la fois faire de la présentation, de l'interview, tout ça. Et donc ça a été une super époque. Alors moi, je ne vais pas qualifier l'édito de CNews, mais d'évidence, CNews est devenu une chaîne d'opinion, comme il y a d'autres médias d'opinion. Pour moi, ça n'est pas un problème à deux conditions. Ce n'est pas un problème à la condition que ce soit assumé, c'est-à-dire que la grille de lecture, quand vous regardez CNews, vous savez que vous regardez une chaîne qui exprime une opinion, qui a sa grille de lecture du monde dans lequel on vit, et à la condition qu'il y ait une pluralité de chaînes, de journaux, de médias qui expriment d'autres opinions, qui ont d'autres grilles de lecture que celle-là. Si on n'a que ça, c'est un problème, donc il faut qu'on puisse en avoir d'autres, et quand c'est assumé, pour moi, c'est pas un problème. La liberté d'expression existe, même si elle est encadrée évidemment par la loi qui évite de dire n'importe quoi. Les gens peuvent exprimer un certain nombre d'opinions. Moi, je pense que c'est pas rendre service à la France que de flatter que l'opinion. C'est pour ça que Press Room existe, parce que nous, on veut revenir aux faits. C'est pour ça que je pense qu'il est important de garder des médias généralistes. J'espère que le Parisien, par exemple, va rester un média généraliste d'une certaine neutralité. On entend certaines choses qui peuvent nous faire redouter une évolution qui donne une orientation, une couleur à ce journal. J'espère que ce ne sera pas le cas, mais on a besoin de chaînes comme TF1, on a besoin de chaînes comme France 2, on a besoin de journaux aussi comme ceux d'M6, qui sont des journaux qui n'ont pas de coloration politique. C'est Patrick Poivre d'Arvor qui m'a repéré au dîner d'une association qui s'appelait Averroès, qui à l'époque militait pour la diversité dans les médias justement. Moi, je participais à ces dîners en tant que professionnel incarnant la diversité. Je travaillais à l'époque à Radio France, France Info, et je cherchais pas de boulot, hein. J'étais très bien dans ce que je faisais. Mais c'est vrai que lors de ces dîners, on interpellait un petit peu les responsables de médias. Et à cette époque, j'avais posé une question à Patrick Poivre d'Arvor qui m'avait remarqué parce qu'il écoutait beaucoup France Info. Donc il connaissait ma voix, mais il connaissait pas mon physique. Il savait pas que j'étais noir, etc. Et donc, c'est lui qui, 2 ans après, a parlé de moi à Patrick Lelay. Et c'est Patrick Lelay qui m'a invité dans son appartement parisien pour me proposer d'intégrer la rédaction de TF1 et de remplacer PPDA à l'été 2006. Voilà, ce que j'ai accepté. Et c'est à ce moment-là que j'ai rencontré Étienne Moujotte et que, voilà, le lien s'est fait. Alors à ce moment-là, moi j'ai déjà commencé la télé, puisque je suis à Canal+ et iTélé. Je me dis qu'évidemment c'est quelque chose d'important, mais je voyais même pas trop le côté sociétal à l'époque. Je me suis même pas dit je vais le faire parce qu'il y a aucun noir qui l'a fait avant. Je me suis juste dit c'est une super opportunité professionnelle. Quand vous présentez des journaux à la télé et qu'on vous demande de présenter le 20h de TF1, ça met des étoiles dans les yeux évidemment, mais c'est aussi une longue responsabilité, donc il faut un petit peu y réfléchir. J'ai pas réfléchi très longtemps avant d'accepter néanmoins.
C'est-à-dire que toute la presse est venue à constater que j'étais noir avant, mais c'est elle qui a anglé sur ma couleur. TF1 n'a jamais communiqué sur ma couleur de peau. TF1 a communiqué sur le fait qu'ils avaient un nouveau présentateur pour le 20h. De fait, à ce moment-là, ma couleur a été l'élément qui a cristallisé un petit peu l'attention. Mais non, moi j'ai pas de regret par rapport à ça, j'ai aucun regret. Je pense que les conséquences de mon arrivée au 20h en tant que personne noire ont été plutôt positives. Et aujourd'hui, en tout cas, moi je croise souvent dans la rue des jeunes journalistes, et pas que des noirs, parce que à l'époque, en 2006, j'avais 33 ans, donc j'étais plus jeune que les autres, et il y a beaucoup de jeunes, blancs, noirs, tout ce que vous voulez, qui sont aussi reconnus parce que j'étais plus jeune que les autres. Et de fait, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui me témoignent de leur gratitude, ce qui moi m'étonne toujours un peu, parce que moi j'ai rien fait d'autre que d'accepter une proposition professionnelle et de faire mon boulot finalement, mais néanmoins, ça a ouvert des portes, peut-être dans les têtes aussi, à des gens qui se disaient bah ça je peux pas le faire parce que je suis noir, parce que je suis maghrébin, parce que je suis jeune, etc., etc. C'est un phénomène qui s'est accéléré, mais oui, en 2006, ça commençait déjà. Je crois qu'effectivement, on est, comme je le disais, dans une société où l'opinion prend de plus en plus de place, où l'opinion est de plus en plus légitime, et où toutes les opinions sont de plus en plus légitimes. Alors, heureusement qu'il y a la loi qui encadre l'expression quand même de certaines opinions, qu'on peut garder pour soi, mais qu'on ne peut pas dire publiquement. Mais c'est vrai que c'est une tendance que je regrette, hein, évidemment. Les réseaux sociaux, bizarrement, n'étaient pas aussi puissants. Ça fait quand même 20 ans. Mais les réseaux sociaux n'avaient pas encore cet impact-là. Et donc, je pense que ces expressions qui étaient quand même marginales. On se recevait beaucoup de lettres à TF1 et j'ai reçu beaucoup plus de lettres positives que de lettres de gens qui se plaignaient. Néanmoins, il y en a eu quelques-unes. Et peut-être que si à l'époque, il y avait eu des réseaux sociaux à ce niveau d'accessibilité, d'usage, de réflexe des gens, ces voix-là auraient peut-être pris plus de place. Moi, j'ai pas eu à souffrir de ça à l'époque. Et encore une fois, la très grande majorité des gens et des téléspectateurs de TF1 m'ont très vite adopté. Les commentaires étaient plutôt positifs. Alors, quand j'y étais, si on m'avait proposé d'être titulaire, évidemment, je l'aurais accepté. Mais j'ai jamais envié... Dans ma vie, je n'envie personne. Je n'envie pas les autres. Je trace ma route, je fais ce que j'ai à faire. J'étais titulaire, j'étais content de l'être. Je n'avais aucune stratégie de progression, c'est-à-dire de prendre la place du titulaire. C'est un truc qui m'a jamais traversé l'esprit. Après, moi, j'ai arrêté d'être joker, pas parce que j'étais joker, mais parce que ça m'imposait un rythme de vie très compliqué, puisque je remplaçais les titulaires pendant les vacances. Or, j'avais des émissions dont j'étais, moi, le titulaire. 7 à 8, je faisais aussi de la radio sur RTL, et donc ça faisait que j'avais un rythme de vie où je pouvais pas vraiment décrocher, c'était plus ça le problème. Alors il y en a un certain nombre. Il y en a un que j'ai fait j'allais dire assez tôt, je l'ai fait en 2009. C'était un JT qu'on a fait pour le 40e anniversaire du premier pas de l'homme sur la Lune. Et je crois, il faudra vérifier dans vos archives, mais je crois que c'est le seul JT de 20 heures qui a été présenté sans cravate. Ce JT, je l'ai présenté sans cravate. Et ce qui est génial, c'est que moi qui suis assez fan de l'espace et tout ça, j'ai eu Buzz Aldrin en direct par faisceau satellite. Donc on avait plein de reportages sur la conquête spatiale. On avait Buzz Aldrin qui faisait partie de cet équipage d'Apollo 11. On avait plein de témoignages de spécialistes aussi qui nous racontaient cette épopée spatiale. Et c'était un journal évidemment particulier et très sympa. En 2000, moi, je suis à Radio France, je suis à France Bleu Melun même, pour être très précis, qui s'appelle Ici Melun maintenant. Je lis dans Le Parisien une proposition d'emploi où ils disent « Recherche jeune journaliste originaire de l'Outre-mer pour nouvelle chaîne de l'Outre-mer ». Donc je postule, puisqu'à l'époque, j'étais pas titulaire à Radio France. Et je me rends compte que au final, la petite annonce, c'était pour la météo de TF1. Je le découvre un peu après. Et donc, je fais les jours de formation avec Evelyne Delia, tout se passe super bien. Et donc, ils veulent me prendre, ils me font la proposition. C'est Robert Namias, le directeur de l'info à l'époque. Moi, je lui dis « Écoutez, Robert, moi, je veux bien, mais je veux continuer à faire de l'info. À côté de la météo, qui était en plus à mi-temps, trouvez-moi un poste à LCI, qui fait partie du groupe TF1, en tant que reporter, présentateur, ce que vous voulez, mais je veux continuer à faire de l'info générale. C'est ma vocation, c'est mon métier, c'est ce que je veux faire. » Le patron de LCI de l'époque, Jean-Claude Dacier, refuse, et donc, je refuse la proposition, malgré le fait qu'on m'ait un peu vendu la popularité, le fait que c'est un rendez-vous très exposé, évidemment très respectable, ce dont je ne disconviens pas du tout, malgré un salaire aussi plus sympathique que ce que j'avais à l'époque, mais je refuse parce que
que je pressens que si je rentre dans ce rôle, je vais m'enfermer et j'en sortirai pas. J'ai bien fait de refuser puisqu'effectivement, donc je retourne, je continue Radio France, je continue ma carrière de journaliste et 6 ans après, via Patrick Poivre d'Arvor, on me fait la proposition du 20h de TF1. C'est un exemple que je prends souvent pour dire aux gens et aux jeunes en particulier, restez focus sur ce que vous voulez faire vraiment. Ne vous laissez pas détourner par des propositions qui peuvent être alléchantes à certains égards, mais qui vous détourneraient de votre but, de votre passion, de ce que vous avez vraiment envie de faire. Moi, je suis resté fidèle à ça et finalement, ça s'est manifesté de façon assez spectaculaire.